avec nous aujourd'hui pour parler de l'Iran. Notre invité Sébastien Regnault, enseignant-chercheur, spécialiste d'Iran et auteur de La modernité iranienne aux éditions L'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant qu'on discute tous les deux, j'aimerais qu'on fasse un petit point terrain concernant l'Iran. Les frappes israélo-américaines continuent. Des centaines d'avions israéliens bombardent simultanément le Liban et l'Iran. Depuis le début de la guerre, samedi, le Croissant Rouge iranien annonce 555 morts dans le pays. On va écouter le récit de Noémie Roche. Dans le ciel, un bruit strident. Avant une frappe sur un immeuble de Bahreïn et des dégâts considérables. Même attaque, filmée par un habitant depuis le building. Alors j'aimerais qu'on discute de ce chiffre de 555 morts depuis samedi. Est-ce qu'il vous paraît plausible ? Oui, c'est tout à fait plausible, hein. C'est dans l'ordre des choses par rapport à ce qui s'était passé lors de la guerre des 12 jours. Si vous voulez, c'est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'on a assez peu d'images qui viennent d'Iran, mais on a beaucoup de bombardements des Américains et des Israéliens, et c'est là que ça fait le plus de morts. En revanche, on a beaucoup d'images sur ce que fait comme riposte iranienne partout dans la région, et là, finalement, c'est très spectaculaire. Ça touche énormément de pays dans la région, tous les pays du Golfe, etc. Mais finalement, même si c'est très spectaculaire, il y a relativement peu de morts causées par les ripostes iraniennes jusqu'ici. Donc pour l'instant, il y a beaucoup plus de morts du côté iranien que de l'autre côté, quoi. Vous avez vécu en Iran ? J'aimerais Oui. vous demander si vous connaissez des personnes qui vivent encore en Iran, si vous avez de leurs nouvelles, si vous savez un petit peu la situation sur place. C'est très difficile en ce moment parce que les réseaux sont un petit peu coupés et puis très saturés. Mais évidemment, oui, je suis évidemment, j'ai plein d'amis là-bas qui vivent ça au jour le jour et qui se réfugient. Si vous voulez, beaucoup ont quitté les grandes villes pour se réfugier, vous savez, vers le nord de la mer Caspienne, qui est un coin un petit peu plus abrité et puis plus protégé parce que les grandes villes sont soumises à des frappes permanentes en ce moment, oui. Quel sentiment domine aujourd'hui en Iran ? Est-ce que c'est l'espoir ? Est-ce que c'est l'inquiétude ? Est-ce que c'est un petit peu des deux, un mélange des deux ? C'est déjà beaucoup de crainte, beaucoup de stress, et puis beaucoup d'incertitude. C'est-à-dire que finalement, les Iraniens, vous savez, ils savent plus trop sur quel pied danser là depuis de nombreuses années, parce qu'à chaque fois qu'il y a des négociations en cours, paf, ces négociations sont rompues par des attaques israéliennes et puis là américaines. Les Occidentaux, les Américains, les Israéliens parlent du programme nucléaire et puis paf, ils parlent tout d'un coup de décapiter le régime. Et on sait d'ailleurs, c'est là tout le problème de cette guerre, c'est-à-dire que les objectifs sont pas clairs du tout. Est-ce qu'il s'agit vraiment de décapiter le régime ? Vous savez, décapiter le régime, ça veut tout et rien dire. Ça veut d'ailleurs surtout rien dire. Si on vous disait on va décapiter la Ve République, qu'est-ce que vous diriez ? On s'en prend au personnel ? Et si on prend au personnel, est-ce que la Ve République s'effondre ? Non. Un régime, c'est des institutions. Il y a une différence entre les institutions et le personnel. Là, pour l'instant, ce qui a été fait, c'est que du personnel politique a été tué, les plus hauts responsables politiques iraniens ont été tués. On sait qui précisément ? Oui, relativement. Maintenant, on sait relativement qui précisément. C'est surtout toutes les plus hautes sphères, c'est-à-dire le président, le guide suprême surtout, et puis les commandants des forces armées iraniennes. Tout ce qui relève du civil, du régalien, etc., est plutôt préservé jusqu'ici. Mais oui, il y a de nombreuses personnes qui ont été tuées. Mais j'insiste, là, c'est du personnel qui a été tué. Et dans tout système, lorsqu'un personnel est tué, et ne peut plus occuper sa place, et ben, il est remplacé par un autre. Donc il va y avoir un remplacement permanent du personnel politique iranien. Et c'est là où, si vous voulez, les Américains et les Israéliens, quand ils parlent de faire tomber le régime, là, pour l'instant, ils font tomber des têtes. Bon, ils font tomber des têtes, mais pour l'instant, comme on le voit tous les jours sur les images, l'Iran résiste et l'Iran, le système de la République islamique continue de fonctionner. Comment vous voyez la suite, vous, en Iran ? Donald Trump a été plutôt clair. Il voit une guerre qui pourrait durer 1 mois, voire moins. Ça va aboutir à quoi en Iran ? Là, si vous voulez, ça commence, vous savez, ça fait qu'à peine 3 jours que ça a commencé, puisque finalement, depuis que le guide... Alors, ce qui est très clair, c'est que quand Netanyahou et Trump ont décidé d'attaquer l'Iran, ils attaquaient l'Iran en connaissance de cause. C'est-à-dire que tout ce qui se passe depuis que le guide a été tué, pour moi, il n'y a aucune surprise. C'est-à-dire que tout ce que fait l'Iran,
l'Iran, ils l'avaient annoncé à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a trois volets. Il y a des ripostes sur Israël, bien sûr, des ripostes sur toutes les monarchies arabes qui ont des bases militaires américaines sur leur territoire. Et c'est là où le ministre des Affaires étrangères, avant la guerre, avait prévenu toutes les monarchies arabes que s'il y avait une attaque contre l'Iran, l'Iran serait forcé de s'en prendre aux bases militaires américaines dans la région. Donc, comme il y a des bases militaires dans tous les pays du Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient sont pris sous le feu des Iraniens. Et puis, des tentatives de bloquer le détroit de Hormuz. Car c'est ce qu'ils avaient annoncé. C'est ce que les états-majors, vous savez, les états-majors, ça discute. Ils avaient annoncé que, évidemment, l'Iran n'aura jamais le rapport de force militaire des Israéliens et des Américains. En revanche, ils veulent faire payer très cher, d'un point de vue coût politique et coût économique, aux Américains et aux Israéliens en cas de guerre. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que plus la guerre va continuer, plus là vous commencez à voir que le marché des matières premières est en train d'exploser, le gaz est en train d'exploser, le baril est déjà à $80 alors qu'il était à $60 il y a quelques jours. Donc, si vous voulez, c'est tout l'objectif, c'est toute la stratégie des Iraniens qui savent qu'ils n'ont pas le même rapport de force militaire, mais ils ont la volonté de faire payer le coût économique et politique extrêmement fort. Et ça peut avoir des répercussions très vite sur les États-Unis, parce que le Texan qui va mettre de l'essence dans sa voiture, quand il va voir le prix à la pompe qui va augmenter, il va commencer à vouloir obtenir des réponses sur cette guerre qui était en plus, c'est ça qui est quand même un peu fascinant, c'est-à-dire que en fait, vous savez, c'est Churchill qui disait on peut faire confiance aux États-Unis de trouver la bonne décision, de prendre la bonne décision, mais c'est toujours après avoir essayé toutes les plus mauvaises. Et moi, je pensais qu'enfin les États-Unis allaient arriver à la bonne décision, c'est-à-dire à la négociation sur le nucléaire. Il y avait la semaine dernière encore, on était tout proche d'un accord. Les Iraniens avaient accepté pratiquement toutes les conditions américaines sur le nucléaire iranien. Et le chef de la diplomatie omanaise, d'ailleurs, disait qu'il enregistrait des avancées notables. Voilà, il l'a dit la semaine dernière, hier, il a sorti les informations. Les Iraniens acceptaient de sortir tout leur stock d'uranium enrichi à 60% à l'étranger. Ils acceptaient de faire un peu d'enrichissement d'uranium à un niveau symbolique de 1-2%. Et les États-Unis et Israël en ont profité pour attaquer l'Iran. Et vous savez, moi je suis le dossier iranien depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, c'est Israël qui mène la danse, si vous voulez. Moi, j'ai vraiment toujours l'impression que les États-Unis et un petit peu les Européens sont les idiots utiles des intérêts israéliens dans la région. C'est-à-dire que les Israéliens sont très forts, ils ont toujours un coup d'avance sur les Occidentaux, et si vous voulez, ils mettent toujours les Occidentaux devant le fait accompli. L'année dernière, au mois de juin, il y avait des avancées entre les négociateurs américains et iraniens. Netanyahou a provoqué la guerre des 12 jours pour faire rompre les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et là, il a produit la même chose, c'est-à-dire qu'on était tout proche d'un accord, et il a réussi à convaincre Donald Trump d'en profiter pour attaquer. Et si vous voulez, pour Israël, et c'est ça la base de tout, c'est-à-dire que pour l'Israël, c'est ni bombe, évidemment, et ça, je crois que les Iraniens avaient apporté des gages qu'ils étaient capables de s'éloigner de la capacité à disposer de la bombe, et ça, même quand ils avaient signé l'accord en 2015 avec Obama à l'époque. Mais c'est surtout pas d'ouverture, parce que dit ouverture de l'Iran, et c'est là tout le problème, dit ouverture de l'Iran a de quoi devenir d'ici 5 ou 10 ans l'une des premières puissances économiques mondiales. Parce que il y a les Iraniens sont extrêmement bien formés, extrêmement bien éduqués, sont très ouverts sur le monde, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est de travailler en entreprise, etc., de développer leur pays. Le seul truc, c'est qu'il y a un volet de sanctions, c'est le pays qui subit le plus grand nombre de sanctions internationales au monde, et il y avait une volonté de sortir de ça, mais c'est d'ailleurs pour Israël et les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, etc., l'ouverture de l'Iran, c'est aussi le cauchemar. Donc c'est le statu quo, et je pense que ça va encore durer, et c'est ça malheureusement, l'expérience le montre, ça va encore durer de nombreuses années, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une possibilité de sortir, de faire la paix, quoi, en fait, parce qu'il serait peut-être temps, et les Israéliens vont essayer de faire en sorte de rompre les négociations, et puis pour garder le statu quo et d'empêcher
empêcher l'Iran de devenir une grande puissance dans la région. Car sinon, tous ces pays-là vont devenir des satellites de l'Iran. Vous savez, il faut se rendre compte de la proportion des choses. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. Autour, c'est que des petits pays. Donc, si l'Iran, tout d'un coup, se met en route pour devenir une grande puissance, ça va évidemment fragiliser tous les pays autour. Alors, c'est une opération conjointe entre Israël et les États-Unis. Pour autant, est-ce que leurs objectifs à ces deux pays sont les mêmes ? Mais les objectifs sont pas très clairs parce que alors le président Trump vient de dire que ça allait durer 3 ou 4 semaines. Mais vous vous rendez compte déjà en 2-3 jours les répercussions qu'il y a eu. Si ça dure 3-4 semaines, ça va coûter très cher au reste du monde. Et ça va, et l'électeur MAGA aux États-Unis va vouloir rendre des comptes. Et il serait temps aussi que les Israéliens qui sont complètement manipulés par leur pouvoir dans cette histoire. Netanyahou, il est très fort. Lui, pour se maintenir au pouvoir, il fait la guerre. Ça, c'est un grand classique. Et si vous voulez, si ça dure 3-4 semaines, sachant que, je vous dis, les objectifs sont pas clairs. On parle du régime, du système balistique, de l'enrichissement, enfin du nucléaire ou du régime. Alors il y a un jour c'est un changement de régime, un autre jour c'est le nucléaire, un autre jour c'est le balistique, etc. On va sauver le peuple. Alors oui, c'est ça aussi. Il y a l'idéalisme américain là derrière, qui va jamais dire que c'est aussi parce que l'Iran est la deuxième réserve de gaz au monde et la troisième réserve de pétrole au monde, qu'il y a un business énorme à faire dans ce pays, qu'il y a tous les Boeing à changer, etc. Donc il y a aussi des enjeux stratégiques, purement cyniques d'économie, etc. Mais il y a cette façade qui va dire on va sauver le peuple iranien. Mais pour l'instant, le peuple iranien, ça fait 45 ans qu'il est pris en tenaille entre un régime très dur et qui se durcit, qui se radicalise au rythme des confrontations qu'il y a avec le monde occidental, et puis le monde occidental, enfin surtout maintenant Israël et les États-Unis, puisque l'Europe est un petit peu hors course maintenant, qui n'arrête pas de pilonner l'Iran depuis de nombreuses années, quoi. Alors Sébastien Regnault, je reviens vers vous dans quelques instants. On va aller rejoindre notre correspondant à Téhéran, Siavosh Razi. Bonjour Siavosh. La situation est calme à Téhéran depuis 5 heures du matin. En revanche, plusieurs provinces ont été bombardées. Quelle est la situation sur place ? Entre-temps, il y a eu des changements. Il y a eu depuis midi heure française de nouvelles frappes contre la capitale iranienne dans le centre de Téhéran, mais aussi juste derrière moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir la colonne de fumée qui s'élève derrière moi. Là se trouve l'ancien palais du Shah, le palais de Saadabad. Et une frappe est intervenue dans 3 frappes dans cette partie de Téhéran. Là se trouvent les bâtiments de la présidence de la République où avaient été négociés justement en 2003 les premiers accords nucléaires entre l'Iran et la Troïka européenne, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc un lieu symbolique, stratégique bien sûr, qui apparemment a été touché. Il y a un autre endroit sensible, la maison de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ali Akbar Velayati, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 17 ans lors de la guerre Iran-Irak, et qui était un proche conseiller de l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été tué samedi. Ce sont des cibles qui ont été visées par des nouvelles frappes qui sont intervenues sur Téhéran depuis maintenant plus d'une demi-heure. Des frappes qui ont également touché la police diplomatique, le siège de la police diplomatique dans le centre de Téhéran, non loin des ambassades britanniques, françaises et russes, sur la place Ferdowsi. Des frappes qui se sont multipliées un peu partout dans la capitale iranienne. Siavosh, l'Iran continue de bombarder, de frapper toute la région. Quel est son objectif à l'Iran ? L'objectif est clairement très précis. C'est d'une part, c'est de montrer que malgré la disparition du guide suprême iranien, le pouvoir est sous contrôle, et il y a des objectifs très précis sur le plan intérieur, mais surtout et aussi extérieur. Sur le plan extérieur, les gardiens de la révolution ont annoncé aujourd'hui que désormais ils allaient frapper Israël avec des missiles de plus en plus rapides et de plus en plus puissants, les missiles Khaybar.
donc c'est la dernière catégorie de missiles donc qui ont été utilisés ce matin, notamment contre le bureau du Premier ministre israélien. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce sont des missiles qui ont été utilisés par l'armée régulière iranienne contre une base aérienne des États-Unis à Koweït. Les Iraniens revendiquent même avoir abattu 3 avions américains, 3 avions de chasse américains, et puis en même temps une attaque contre le groupe naval américain qui est stationné dans le nord de l'océan Indien, avec autour du porte-avions Abraham Lincoln, et puis une frappe au drone sur une raffinerie de l'Arabie Saoudite, de la société Aramco, une société américano-saoudienne qui a cessé de fonctionner après l'attaque menée par Téhéran. L'objectif, très précisément, c'est de faire pression sur les marchés pétroliers, d'autant plus que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Et donc, pour conséquence, la conséquence a été donc une augmentation très importante des prix du pétrole et surtout de l'essence, puisque le gallon d'essence aux États-Unis a dépassé les $3 désormais, et donc ce qui pourrait faire pression sur le gouvernement de Donald Trump. Et puis l'autre objectif, c'est de montrer que le pouvoir, malgré la disparition du guide suprême iranien et d'une quarantaine de responsables militaires, le pouvoir tient le pays. Donc il n'a pas été déstabilisé malgré la disparition du guide suprême iranien. Et d'ailleurs, pour signe de cela, un appel a été lancé à la population pour se réunir tous les soirs à 20h sur les grandes places de Téhéran, mais aussi des villes de province, pour dénoncer les attaques américaines et israéliennes et bien sûr soutenir le pouvoir iranien. Merci beaucoup, Siavosh Razi, en direct de Téhéran. Sébastien Regnault, on l'a entendu, Siavosh Razi nous parler du détroit d'Ormuz. Est-ce que l'impact de cette guerre sur l'économie mondiale, sur le pétrole, sur le commerce du pétrole, peut dissuader Donald Trump de continuer cette guerre ? C'est-à-dire que c'est là où les heures qui vont venir vont être extrêmement cruciales. Vous savez, moi je regarde très précisément comment fonctionne l'armée iranienne, comment ils ripostent par rapport à la comparaison il y a 12 jours. La riposte est toujours très prudente. Ça monte en grade, mais très, 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 très doucement. C'est ce qui s'était passé pendant la guerre des 12 jours, c'est-à-dire que pendant 6 jours, ils avaient envoyé quelques missiles, mais des vieux missiles qui n'étaient pas très efficaces et qui donnaient pas trop de résultats. C'était pour affaiblir le dôme de fer israélien. Et puis les derniers jours, ils ont commencé à envoyer des missiles beaucoup plus solides. Et là, à partir de ce moment-là, Netanyahou a changé son braquet. Il a demandé aux États-Unis de venir l'aider parce qu'il avait des difficultés. Et bien là, ça va se passer de la même manière. C'est-à-dire que pour l'instant, malgré le caractère assez impressionnant de ce qui se passe dans la région, moi, je considère que pour l'instant, les Iraniens font preuve de retenue. Vous imaginez ? C'est-à-dire que si dans les prochaines heures, ça continue à ce rythme-là, ils vont arrêter de faire preuve de retenue. Et là, ça peut engendrer, c'est ce que disait Siavosh, c'est-à-dire qu'ils vont se faire sortir des missiles de plus en plus puissants et des armes de plus en plus efficaces pour déstabiliser, alors notamment le détroit d'Ormuz et puis évidemment Israël. Et évidemment, le cours du baril, je vous dis, qui est passé déjà à $80, il peut vite passer à $100, $150 si les affaires tournent mal. Donc, moi, je trouve que c'est très imprudent de la part de Trump quand il a dit que ça allait durer 3 ou 4 semaines. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus court parce que les Iraniens vont vouloir raccourcir les délais et ils ont, si vous voulez, une force de frappe encore toujours présente. Ils ont toujours des réserves de missiles, de drones, etc. Ils se sont délestés de tous les vieux trucs qu'ils avaient. Petit à petit, ils vont avoir entre les mains les choses les plus modernes qu'ils ont. Et là, ça peut avoir des répercussions très rapide, sur, je vous dis, c'est toujours pareil, le cours des matières premières et puis toute l'économie mondiale. Vous évoquez à l'instant les capacités militaires de l'Iran. Justement, j'aimerais qu'on s'intéresse à cette question qu'on peut être amené à se poser. Durant combien de temps les gardiens de la Révolution vont encore pouvoir se défendre ? On les s'est affaiblis tout de même depuis la guerre des 12 jours du mois de juin dernier. On va écouter les précisions de Thomas Cuny pour France 2. On reviendra ensuite vers vous, Sébastien Regnault. Dans le ciel, un bruit strident. Avant une frappe sur un immeuble de Bahreïn et des dégâts considérables. Même attaque, filmée par un habitant depuis le building.
Ce bruit de moteur est spécifique. C'est celui du drone iranien Shahed 136. On le reconnaît à sa forme triangulaire. L'arme est utilisée en masse par la République islamique depuis ces dernières 48 heures, comme ici. Il y a un drone. Un drone. C'est une création iranienne utilisée depuis 2021. L'appareil pèse environ 200 kg. La charge explosive est placée dans le nez de l'aéronef. Il peut atteindre des cibles jusqu'à 2500 km, mais vole en basse altitude et ne dépasse pas les 185 km/h. Un drone kamikaze plus difficile à intercepter, contrairement aux missiles balistiques. Les Shahed ne sont pas adaptés à nos systèmes d'interception. Nous, on a des systèmes qui sont d'une complexité incroyable, qui permettent d'aller très haut, très vite, très loin pour ce qui est plus difficile à intercepter. Mais par contre, on s'est presque débarrassé des systèmes les plus low cost, les plus élémentaires. C'est ce qui explique l'efficacité redoutable de ces drones. Autre avantage, leur coût peu élevé. Plusieurs dizaines de milliers d'euros contre des millions pour des missiles. Ils peuvent donc être produits en masse et à la chaîne. Le Shahed 136 est aussi présent dans d'autres conflits. L'Iran en a vendu à la Russie, qui l'utilise massivement contre l'Ukraine. Sébastien Regnault, le quartier général des gardiens de la Révolution a été détruit dans une frappe. Comment ils s'organisent aujourd'hui, les gardiens de la Révolution? Ça va être quoi la priorité pour eux? Trouver un autre guide suprême? Il y a, d'ailleurs, on sait qu'un conseil provisoire a été mis en place. Sur quoi ça peut déboucher? Alors voilà, il y a un conseil provisoire qui a été mis en place avec le président de la République, un membre du conseil des gardiens de la Révolution et le chef de la justice. C'est ce conseil provisoire, donc de 3 personnes, qui va prendre la responsabilité, qui va prendre les décisions au nom de ce qu'aurait fait le guide s'il avait été vivant, encore une fois. Et puis, alors moi, ce que j'ai observé dans la société iranienne, si vous voulez, c'est que dans l'urgence et dans la précipitation, les systèmes iraniens d'organisation sont assez efficaces. C'est-à-dire que en période de crise, etc., il y a une mobilisation générale de l'ensemble des personnels et finalement, cet ensemble des personnels arrive à prendre des décisions relativement efficaces et structurées. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la résistance est assez impressionnante pour l'instant. Donc on va voir comment va se dérouler les prochains jours, quelles sont les stratégies un petit peu des Israéliens et des Américains. Eux, ils sont un peu jusqu'au boutiste. Si vous voulez, pour eux, vous savez, c'est ce concept de menace existentielle. Voilà. Avant, on parlait de menace mortelle parce qu'on avait peur de mourir. Aujourd'hui, on parle de menace existentielle parce qu'on a peur d'exister. Et donc, si vous voulez, ce concept de menace existentielle produit cette idée permanente de frappe préventive. Le concept de frappe préventive, il n'existe pas en droit international. Pour moi, c'est un concept complètement fascisant. Ça consiste à attaquer quelqu'un avant même qu'il puisse se défendre. Vous imaginez, dans les cours d'école, si on inventait ce concept de frappe préventive, vous verrez tous les enfants taper sur le voisin juste pour dire non, mon voisin représentait une menace pour moi. Donc, si vous voulez, ça c'est un concept relativement fasciste qui consiste à attaquer quelqu'un en attribuant la responsabilité de cette attaque à celui qui l'a subie. C'est ça le concept de frappe préventive. Et bien voilà, c'est-à-dire que on fait des frappes. Alors c'est pareil aussi, on parlait avant de bombardement, maintenant on parle de frappe. Il y a un côté un peu plus propre là-dedans, mais le résultat est dramatique parce que finalement, où est-ce qu'on va là? Je crois que ni les Israéliens et ni les Américains sont capables de le définir clairement. Ça va être le fait du prince. Et je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est que cette guerre c'est pour des raisons aussi de politique intérieure. C'est-à-dire que, donc, comme je vous le disais, Netanyahou, c'est le meilleur moyen de se maintenir au pouvoir, c'est la guerre. À chaque fois qu'il a eu des occasions de pouvoir provoquer une guerre, parce que forcément, une guerre, ça produit, c'est naturel, j'allais dire, c'est dans tous les pays comme ça, une espèce d'unité nationale. Quand on est en guerre, les différents qui vivent à l'intérieur du pays, on essaye de passer outre. Et donc, ça construit une unité nationale autour du leader. Et c'est ce que Netanyahou est en train de profiter. Mais par contre, Trump, on voit bien qu'il y a eu les différentes séquences qu'il a un peu foirées là, sur les droits de douane, sur le Groenland, etc. Et puis là, maintenant, c'est la séquence iranienne. Mais je suis à peu près sûr, parce que lui, il zappe du matin au soir, qu'à partir d'un certain moment, il va se lasser. Et puis ça va
je pense qu'il va y avoir même pas de fin concrète, quoi. Je vois pas d'issue, quoi. Pour l'instant, je vois vraiment pas d'issue, parce que je vois pas comment les négociations peuvent être relancées. Il va peut-être y avoir des canaux pour renouer le dialogue, mais maintenant, est-ce que les Iraniens vont accepter de sortir leur enrichissement d'uranium à partir du moment où ils ont été frappés en pleine négociation? C'est difficile, hein, vraiment. C'est ce que je vous dis, hein, c'est beaucoup plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Alors, il y a un nom qu'on entend souvent depuis quelques jours, depuis même le mois de janvier, hein, et ce mouvement de contestation contre le gouvernement iranien, c'est celui de Reza Pahlavi. Quelle peut être sa place là-dedans? Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la société iranienne, parce que mine de rien, c'est quand même elle qui trinque depuis 45 ans qu'il y a des tensions internationales autour de l'Iran et que, ce que je vous disais, la société iranienne est prise entre les sanctions et le régime. Donc, d'un point de vue économique, ils ont du mal à vivre, ça c'est les sanctions, et d'un point de vue politique, ils doivent la fermer parce que c'est un régime dictatorial. Et alors, cette idée de Reza Pahlavi, vous savez, le chat, un pays ne fait pas une révolution par hasard, hein, si vous voulez. C'est une révolution, c'est pour ça qu'on parle aussi de changement de régime, c'est un côté très édulcoré, mais une révolution, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant pour une société, hein. Nous, on en parle encore 200 ans après. C'est-à-dire qu'une révolution, il y a tout qui bascule, hein. On repart de zéro, et à partir de zéro, il faut tout reconstruire. Et donc, si vous voulez, le fils du chat, il n'a pas mis les pieds dans son pays depuis plus de 45 ans, il est tout seul, il a très peu de gens autour de lui, il n'a pas beaucoup de relais sur place. Alors, il représente un symbole, il représente une forme de rêve, même un peu américain. Il vit à Los Angeles, etc. Il y a un côté un peu rêve dans la situation de panacée dans laquelle sont les Iraniens. Mais moi, je crois beaucoup plus à quelque chose qui viendrait de l'intérieur, et peut-être quelqu'un de relativement... Il y a des gens, je vous dis, dans la République islamique, il n'y a pas que des durs, quoi, hein. Il y a des durs, mais il y a aussi des gens avec lesquels il est possible de parler et qui peuvent avoir une voix et qui peuvent aussi apaiser les tensions internes. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que la situation avec l'étranger soit réglée, parce que dans cette situation de tension infernale, il ne peut pas y avoir d'apaisement des tensions à l'intérieur de l'Iran. Merci beaucoup, Sébastien Regnault, d'avoir accepté notre invitation